Le 19 juin 2025 à Saint-Pétersbourg, un pays classé parmi les moins électrifiés du Sahel signe soudain un chèque historique. Avec la Russie, le Burkina Faso s'engage sur 5 milliards de dollars pour bâtir une centrale nucléaire de 1200 MW, soit 6 fois sa capacité actuelle. Au cœur de ce pari, Ibrahim Traoré promet la fin des coupures, mais s'expose à une dette massive et à des risques sécuritaires inédits. Pour les observateurs, la vraie question est simple. Ce choix fera-t-il basculer le Sahel dans une ère nouvelle ou dans une dépendance plus profonde ? Le projet nucléaire signé à Saint-Pétersbourg ne se limite pas à un simple accord technique. Il redéfinit la manière dont le Burkina Faso pourrait enfin sortir du cycle des coupures et des infrastructures vieillissantes. Pour le gouvernement, la promesse est claire. Offrir une énergie stable, capable de soutenir les hôpitaux, les écoles et une économie longtemps freinée par le manque d'électricité. Une transition de cette ampleur pourrait transformer la vie quotidienne de millions de citoyens, en ramenant une forme de continuité jusque-là inaccessible. Mais l'enjeu réel dépasse la technique. Il touche à la souveraineté. En misant sur une centrale de 1200 MW, pour un pays qui n'en possède qu'environ 200, les autorités placent leur avenir énergétique entre leurs propres mains, tout en acceptant un coût colossal de plusieurs milliards de dollars. La tension réside exactement ici. Espérer une autonomie historique tout en assumant un risque financier majeur. Selon cette interrogation, si cette promesse échoue, quelles conséquences frapperaient les secteurs essentiels déjà fragilisés ? Les premières données officielles publiées après la signature de l'accord dévoilent un contraste saisissant. Avec seulement 200 MW de capacité disponible aujourd'hui, le Burkina Faso vise un bond direct vers 200 MW d'ici 2029. Cette projection brute, confirmée lors des échanges avec les partenaires russes, ouvre la première fenêtre réelle sur l'ampleur du changement envisagé. Ce delta inédit n'est pourtant que la surface visible d'une dynamique plus profonde. Depuis plusieurs années, le pays vit au rythme de coupures quasi quotidiennes qui affectent les services essentiels, ralentissent les activités économiques et accentuent le sentiment d'abandon parmi les populations rurales. Les hôpitaux fonctionnent par intermittence, les écoles improvisent et les petites entreprises se débattent avec un approvisionnement énergétique instable. C'est précisément cette accumulation de fragilité qui pousse les autorités à redéfinir leur stratégie dès le début de 2025. À ce moment-là, un constat simple mais lourd s'impose. Malgré des décennies d'aide internationale, les infrastructures énergétiques restent insuffisantes, incapables d'accompagner la croissance démographique et l'expansion urbaine. Ce goulet d'étranglement agit comme un frein structurel, bloquant la modernisation du pays et compromettant les ambitions économiques. Le besoin d'une solution durable, moins exposée aux fluctuations extérieures et capable d'absorber la demande future, devient alors pressant. C'est dans ce contexte qu'une délégation discrète est envoyée à Moscou pour sonder les options nucléaires, amorçant une séquence politique inhabituelle. L'intérêt affiché par la Russie, motivé par la dimension stratégique du Sahel, accélère les discussions. Peu à peu, la perspective d'un partenariat technologique et financier se précise. Expertise, matériel, formation, structuration du réseau. Chaque étape renforce l'idée qu'un basculement est possible, même si les risques sont immenses. Le 19 juin 2025, la cérémonie de Saint-Pétersbourg ne fait que cristalliser ce processus. Pour les autorités burkinabées, l'accord représente une tentative de sortir définitivement du cycle des pénuries en misant sur une technologie à haute et haute intensité, considérée comme la seule capable de couvrir durablement les besoins nationaux. Au centre de cette transformation annoncée se trouve un acteur dont le parcours éclaire la logique du projet. Un dirigeant qui, depuis son arrivée au pouvoir, affronte un pays marqué par la pauvreté énergétique, des infrastructures obsolètes et une pression croissante de la population. Formé dans un environnement militaire exigeant, il a rapidement compris que la stabilité nationale dépendrait d'un socle énergétique plus robuste. Cette vision explique pourquoi la décision nucléaire n'est pas apparue comme un geste isolé, mais comme l'aboutissement d'une réflexion entamée bien avant la signature de Saint-Pétersbourg. Les premières réactions dans la capitale montrent déjà comment cette orientation commence à modifier les attentes.
Dans un premier exemple, dans un hôpital confronté à des coupures régulières, le personnel discute des perspectives d'un approvisionnement continu, imaginant enfin la possibilité de maintenir les blocs opératoires en fonctionnement constant. Le changement n'est pas encore là, mais l'idée d'une amélioration tangible circule. Dans un second exemple, dans un quartier périphérique, un groupe de jeunes évoque les formations nucléaires annoncées. Pour eux, cette perspective constitue une ouverture vers des métiers jusque-là inaccessibles, une échappatoire à un marché du travail saturé et peu qualifié. Le projet, encore abstrait dans ses fondations, commence ainsi à structurer de nouvelles ambitions individuelles. Ces signaux préliminaires témoignent d'une dynamique émergente. L'impact psychologique du projet précède son impact matériel. En donnant une direction claire, le gouvernement installe une forme d'élan collectif, même si les risques techniques, financiers et géopolitiques restent considérables. En conséquence, tout dépendra de la capacité à maintenir cet élan fragile. L'enchaînement qui conduit au tournant du 19 juin 2025 ne commence pas à Saint-Pétersbourg, mais plusieurs mois plus tôt, au moment où les autorités burkinabées réalisent que la situation énergétique est arrivée à un point de rupture. Au début de 2025, les coupures quasi quotidiennes paralysent les hôpitaux, les écoles et une partie du tissu économique. Les services publics fonctionnent à flux interrompus, les entreprises improvisent des solutions de secours coûteuses et les ménages s'habituent à vivre dans une alternance permanente entre lumière et obscurité. Cette pression cumulative agit comme un élément déclencheur. Pour Ibrahim Traoré, le pays ne peut plus demeurer prisonnier d'un système qui vacille au moindre pic de consommation ou à la moindre défaillance technique. Selon l'amorce de janvier 2025, une délégation discrète est envoyée à Moscou pour sonder les possibilités d'un partenariat nucléaire. Rien n'est encore public. Les échanges se déroulent dans un climat volontairement silencieux pour éviter les fuites et les crispations internes. Les premières évaluations russes confirment que le Burkina Faso, malgré sa faiblesse énergétique actuelle de 200 MW, peut accueillir une installation plus ambitieuse grâce à des aménagements structurels. La discussion porte rapidement sur un modèle à 200 MW, un saut technologique que peu d'observateurs jugent réaliste. Mais la perspective d'un financement partiel extérieur et d'un transfert de compétences commence à rendre l'option envisageable. Selon l'intensification du printemps 2025 jusqu'au 19 juin, les négociations s'accélèrent. Les équipes techniques burkinabées et russes évaluent plusieurs sites possibles. Des rapports préliminaires circulent entre les ministères, confirmant que le projet, malgré son ampleur, peut s'intégrer dans un calendrier articulé autour de 2029. Parallèlement, la question de la sécurité devient centrale. La région du Sahel est marquée par des groupes armés capables de frapper des infrastructures sensibles. Pourtant, Moscou assure que des protocoles renforcés peuvent être mis en place, assortis de formations spécialisées pour des unités locales. À mesure que les discussions avancent, l'idée d'un accord historique se précise. Le 19 juin 2025, à Saint-Pétersbourg, l'annonce tombe. L'État burkinabé s'engage dans un investissement évalué à 5 milliards de dollars, scellant un partenariat stratégique avec la Russie. Les images de la signature montrent un Ibrahim Traoré déterminé, décidé à rompre avec les cycles d'échecs accumulés par plusieurs décennies d'infrastructures déficientes. Les réactions internationales sont immédiates. Entre admiration prudente et inquiétude géopolitique, l'accord devient un sujet majeur dans le Sahel comme dans les capitales occidentales. Après la signature. Les premières critiques émergent presque instantanément. Les experts soulignent les risques financiers, les incertitudes sécuritaires et l'absence d'un cadre clair pour la gestion des déchets nucléaires. Les institutions financières internationales expriment leurs doutes sur la capacité du pays à absorber un tel investissement. Pourtant, en parallèle, une partie de la population accueille la nouvelle avec espoir. Dans les quartiers urbains, on discute de la fin possible des coupures récurrentes. Dans les milieux professionnels, on évoque les emplois annoncés, évalués à plusieurs milliers durant la construction. L'appareil administratif, de son côté, s'active. Des équipes mixtes commencent à préparer les premières étapes. Logistique d'acheminement, aménagement du site, planification des formations.
la phase de basculement est enclenchée. Le projet cesse d'être une idée pour devenir un processus, avec ses tensions, ses attentes et ses effets immédiats sur la dynamique nationale. La première réalité mesurable du projet apparaît dans la comparaison entre la capacité énergétique actuelle du Burkina Faso et celle annoncée pour la centrale en construction. Une baseline de 200 MW pour une demande nationale largement supérieure. Cette valeur minimale illustre la fragilité structurelle du réseau depuis plusieurs décennies. En face, la projection inscrite dans l'accord signé à Saint-Pétersbourg fixe un objectif de 200 MW d'ici 2029, un delta sans précédent dans l'histoire énergétique du Sahel. Cette augmentation prévue représente un saut technologique que peu de pays à revenus limités ont tenté. À cet écart spectaculaire s'ajoute le paramètre financier central dans l'évaluation du projet. Le coût total de l'infrastructure est estimé à 5 milliards de dollars, un montant considérable pour une économie aussi contrainte. Cette somme colossale pourrait peser durablement sur les équilibres budgétaires nationaux. Les débats internes et externes convergent sur un point. La viabilité de l'investissement dépendra de la capacité de l'État à éviter les dépassements et à sécuriser les flux financiers promis par le partenariat russo-burkinabé. Le troisième indicateur chiffré touche à l'emploi, un volet souvent sous-estimé dans les analyses géopolitiques. Selon les estimations présentées après la signature, les travaux liés à la centrale devraient générer environ 10 000 emplois directs et indirects durant la phase de construction. Ce volume d'emplois offrirait une impulsion rare à un marché du travail saturé. Les secteurs de la logistique, de la maintenance, de la formation technique et du génie civil seraient les premiers à bénéficier de cette dynamique, modifiant potentiellement la structure locale de l'emploi sur plusieurs années. Au-delà de ces trois chiffres structurants, chaque indicateur se déploie dans une chaîne de conséquences mesurables. Le passage de 200 à 200 MW implique la modernisation des lignes de transmission, la sécurisation des nœuds stratégiques et l'arrivée d'équipements lourds. Le financement de 5 milliards exige une gouvernance rigoureuse, une publication régulière des données et un suivi indépendant pour maintenir la confiance des institutions. Les 10 000 emplois prévus nécessitent des programmes de formation capables d'intégrer des profils variés, du technicien débutant à l'ingénieur spécialisé. Les premières données qualitatives collectées sur le terrain confirment l'importance de ces variables. Dans plusieurs ministères, des cellules dédiées au suivi du projet ont été créées pour coordonner l'arrivée du matériel venu de Russie. Les hôpitaux, régulièrement touchés par les coupures, anticipent déjà la possibilité d'une alimentation stable, même si aucune amélioration immédiate n'est encore visible. Les milieux économiques, eux, observent avec prudence un possible redémarrage de l'activité industrielle si la production se stabilise réellement après 2029. Parallèlement, les inquiétudes ne diminuent pas. Le delta énergétique, aussi impressionnant soit-il, ne garantit pas la réussite complète du projet. Les zones exposées aux groupes armés demeurent vulnérables, et la gestion des déchets nucléaires reste un point aveugle dans les éléments rendus publics. Les institutions financières internationales rappellent que des dérives budgétaires pourraient inverser les bénéfices attendus, fragilisant davantage la crédibilité du pays. Ainsi les chiffres, 200 MW, 200 MW, 5 milliards, 10 000 emplois ne sont pas de simples données techniques. Ils constituent la charpente même du pari énergétique entrepris et déterminent la trajectoire du Burkina Faso dans les années à venir. L'enjeu est désormais d'assurer la cohérence entre projection et capacité réelle d'exécution. Les critiques les plus structurées à l'encontre du projet nucléaire s'appuient sur deux arguments centraux, tous deux alimentés par des inquiétudes réelles et documentées. Le premier concerne la sécurité. Plusieurs experts soulignent qu'implanter une centrale dans une région marquée par l'instabilité du Sahel représente un risque difficile à maîtriser. Les groupes armés actifs dans certaines zones pourraient viser des infrastructures critiques et la capacité du pays à protéger un site aussi sensible reste limitée. À ces craintes s'ajoute la question de la gestion des déchets nucléaires, peu détaillée dans les documents publics et particulièrement délicate pour un État dont les installations spécialisées sont encore rares. Le second argument touche à la pression économique. Un investissement évalué à 5 milliards de dollars,
suscite un doute persistant sur la capacité budgétaire du Burkina Faso. Les institutions financières internationales ont déjà exprimé des réserves quant à la viabilité du financement, estimant que le pays pourrait se retrouver durablement contraint par une dette lourde. Pour certains opposants, des solutions plus adaptées, notamment le solaire, auraient offert un meilleur équilibre entre coûts, sécurité et autonomie. Cependant, une analyse équilibrée impose aussi de considérer les contrepoints présents dans le projet lui-même. Les équipes techniques russes et burkinabées ont commencé à renforcer les standards de sécurité, posant les premiers jalons d'un dispositif plus solide. Le volume d'énergie prévu, un passage d'environ 200 à 1200 MW, constitue pour ces défenseurs un argument majeur. Une telle augmentation pourrait réduire la dépendance envers les importations coûteuses et soutenir durablement les hôpitaux, les écoles et les activités productives. De même, les milliers d'emplois annoncés durant la construction représentent un levier rare pour une économie où la jeunesse peine à trouver sa place. Ainsi, même si les critiques soulignent des risques importants, les éléments du projet offrent des pistes d'atténuation partielle. La réussite dépendra moins d'une promesse technique que de la capacité du pays à maintenir une gouvernance stricte, à sécuriser les infrastructures et à absorber progressivement les compétences transférées. Selon cette transition, l'arrivée des premiers équipements russes, confirmés par plusieurs sources administratives, transforme le projet nucléaire d'Ibrahim Traoré en réalité matérielle. Jusqu'ici, l'initiative semblait appartenir à la sphère politique et aux déclarations officielles. Désormais, les conteneurs, les pièces lourdes et les équipes spécialisées marquent une étape décisive. Cette matérialisation réduit la distance entre ambition et exécution, modifiant le regard porté sur l'accord signé à Saint-Pétersbourg. Ce basculement crée un contraste fort. À l'international, les critiques se renforcent autour des enjeux financiers et sécuritaires, tandis qu'à l'intérieur du pays, l'optimisme gagne du terrain. Dans les rues de la capitale, on discute moins du coût de 5 milliards de dollars que de la perspective d'une énergie enfin stable ou de la possibilité d'emplois futurs. Pour certains observateurs, cette dualité illustre la position singulière d'un État cherchant à se projeter vers l'autonomie tout en demeurant exposé à ses fragilités structurelles. Le midpoint marque donc un moment où chaque avancée ou chaque retard peut infléchir la trajectoire du Sahel. Il devient le test concret de la capacité du pays à soutenir un chantier d'une telle ampleur. Les effets du projet nucléaire initié par Ibrahim Traoré commencent à se matérialiser dans plusieurs segments de la société burkinabé, révélant une transformation progressive mais déjà perceptible. Les répercussions se structurent en 4 ensembles distincts: l'État, les entreprises, les citoyens et la dynamique régionale. Chaque ensemble réagit différemment aux avancées du chantier, oscillant entre opportunités tangibles et inquiétudes persistantes. Selon un axe concernant l'État, pour l'appareil administratif, l'arrivée de la centrale nucléaire bouleverse immédiatement les priorités. Les ministères doivent coordonner des volets techniques, financiers et sécuritaires d'une ampleur inédite. De nouvelles unités internes sont mobilisées pour suivre l'acheminement du matériel russe, les besoins de formation et la planification des aménagements. Cette montée en complexité crée un double mouvement. D'un côté, l'État se modernise en intégrant des processus plus rigoureux, de l'autre, la pression sur les capacités de gouvernance augmente, notamment dans le suivi budgétaire et la transparence des opérations. L'exigence de cohérence devient centrale, car un projet évalué à 5 milliards de dollars laisse peu de marge pour l'erreur. Selon un axe concernant les entreprises, les répercussions économiques se déploient de manière contrastée. Dans certains secteurs, construction, logistique, maintenance, l'annonce des 10 000 emplois prévus suscite des attentes fortes, stimulant des investissements préliminaires. Des entreprises locales envisagent d'élargir leurs services pour se positionner sur les besoins induits par la centrale. Transport d'équipements, travaux spécialisés, formation technique. Cependant, une prudence palpable demeure. Les retards éventuels, les risques sécuritaires et les interrogations sur la viabilité financière du projet maintiennent un climat d'incertitude. Le tissu entrepreneurial, encore fragile, oscille entre ambition et retenue. Selon un axe concernant les citoyens,
Pour la population, les effets sont d'abord psychologiques. Dans les zones urbaines régulièrement touchées par les coupures de courant, l'idée d'une alimentation stable change les projections individuelles. Les hôpitaux espèrent une continuité énergétique indispensable aux soins. Les écoles imaginent une amélioration des outils pédagogiques. Les jeunes, particulièrement touchés par le chômage, se projettent déjà vers les formations nucléaires annoncées. Toutefois, ces espoirs ne gomment pas les inquiétudes. La dépendance à un partenaire extérieur, les risques liés à l'instabilité régionale et l'ampleur de la dette à long terme continuent de susciter des débats au sein de la société. Selon un axe concernant la région, au-delà des frontières nationales, les répercussions géopolitiques commencent à se faire sentir. Si le projet atteint son objectif de 200 MW, le Burkina Faso pourrait devenir un pôle énergétique du Sahel, modifiant les équilibres entre États voisins. La collaboration renforcée avec la Russie attire l'attention des puissances occidentales qui observent de près l'évolution de cette alliance. Cette redistribution potentielle des influences crée autant d'espoir que de tensions. Dans une région marquée par l'instabilité, chaque avancée du chantier peut renforcer ou fragiliser les dynamiques existantes. Ainsi, la trajectoire enclenchée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne redéfinit pas seulement l'énergie nationale. Elle recompose les relations internes, économiques et régionales, révélant toute l'ampleur d'un pari qui engage le Sahel dans son ensemble. À l'horizon des prochains mois, la trajectoire du projet nucléaire engagé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré se dessine selon 3 chemins possibles. Ces scénarios ne prédisent rien. Ils cartographient les zones de fragilité et les leviers d'avancement visibles dans les données actuelles. Ils reposent sur les mêmes variables qui alimentent l'ensemble du projet: sécurité, financement, logistique et capacité administrative, mais se déploient avec des intensités différentes. Selon un axe concernant scénario optimiste, si l'arrivée des équipements russes se poursuit au rythme observé lors des premières livraisons, alors la préparation du site pourrait franchir plusieurs étapes majeures d'ici 1 an. Les équipes mixtes pourraient finaliser les ajustements techniques initiaux, tandis que les programmes de formation commenceraient à structurer un vivier de compétences locales. Dans cette trajectoire, les secteurs de la construction, du transport et de la maintenance bénéficieraient d'un regain d'activité, soutenu par la perspective de milliers d'emplois liés au chantier. L'État verrait sa crédibilité renforcée, notamment si les dépenses restent alignées sur les engagements initiaux. Selon un axe concernant scénario intermédiaire, base, si les flux logistiques connaissent des retards ponctuels dus à la complexité administrative ou aux contraintes régionales, alors le projet progresserait, mais de façon irrégulière. Les travaux avanceraient par séquence entre phase d'accélération et ralentissement temporaire. Cette trajectoire maintiendrait l'espoir d'un chantier viable, mais ferait planer des interrogations sur la capacité à respecter les échéances prévues. Les entreprises locales resteraient dans une posture prudente, hésitant à investir massivement. L'État devrait alors compenser en renforçant la coordination interne et en publiant davantage de données pour contenir les inquiétudes financières. Selon un axe concernant scénario pessimiste, si l'instabilité sécuritaire s'aggrave dans certaines zones ou si les coûts commencent à dériver au-delà du cadre annoncé, alors le projet pourrait entrer dans une zone critique. Les partenaires internationaux exprimeraient des doutes plus appuyés et la pression sociale augmenterait autour de l'utilisation de fonds publics pour un chantier aussi risqué. Dans cette configuration, la progressivité des livraisons russes serait compromise et la gouvernance sollicitée dans ses limites. Les effets économiques attendus, notamment les emplois annoncés, seraient retardés, entraînant une perte de confiance durable. Ces 3 trajectoires rappellent une réalité simple. La réussite dépendra autant des capacités techniques que de la solidité des mécanismes de suivi. Pour comprendre ce que représente réellement le projet nucléaire dans le quotidien burkinabé, il faut l'examiner à travers 3 angles: celui des responsables publics, celui des acteurs économiques et celui des citoyens qui vivent déjà les effets d'un réseau énergétique fragile. Chacun perçoit l'initiative portée par Ibrahim Traoré selon ses attentes, ses contraintes et ses inquiétudes propres. Pour les responsables publics, le projet agit comme un accélérateur de modernisation. Les ministères doivent désormais composer avec des infrastructures plus complexes, des flux logistiques lourds et des impératifs de sécurité renforcés. Cette transformation, elle exige une organisation plus structurée,
mais met également en lumière les tensions internes, notamment autour de la gouvernance et de la transparence. Pour eux, la centrale représente autant une opportunité qu'un test institutionnel. Pour les acteurs économiques, les perspectives sont mêlées. Une énergie stable ouvre la voie à l'extension des services, à l'essor d'entreprises spécialisées et à la création de filières techniques nouvelles. Les secteurs de la construction, de la maintenance et du transport envisagent des avenues jusque-là fermées. Mais la prudence demeure. Les retards potentiels et le coût total du projet alimentent une incertitude que les investisseurs ne peuvent ignorer. Pour les citoyens, l'enjeu est les plus immédiats. L'espoir d'une alimentation continue, dans les hôpitaux comme dans les écoles, crée une attente profonde. Les formations annoncées donnent aux jeunes la perspective de métiers jusque-là inaccessibles. Toutefois, la peur d'une dette lourde ou d'un risque sécuritaire persiste dans les conversations. Dans cet environnement mouvant, 2 gestes simples peuvent renforcer la cohésion, diffuser régulièrement des données claires et encourager des espaces de discussion locaux. Pour que le projet nucléaire engagé sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré puisse atteindre ses objectifs, plusieurs étapes structurantes doivent être solidifiées dans les prochains mois. Ces étapes ne constituent pas seulement un cadre technique, elles définissent la manière dont l'État peut piloter un chantier dont les effets toucheront durablement l'économie et la stabilité du pays. Première étape, professionnaliser les compétences. Les programmes de formation doivent être intensifiés et structurés avec des partenaires académiques. Les indicateurs de suivi seraient le nombre de techniciens certifiés, la régularité des sessions et la capacité des équipes locales à assister les experts étrangers dans les opérations initiales. Deuxième étape, consolider les infrastructures de soutien. Le réseau électrique doit être modernisé pour accueillir une production de 200 MW. Les critères de progression incluent la longueur des lignes installées, la fiabilité mesurée du réseau et la protection des nœuds stratégiques. Cette consolidation conditionne l'intégration future de la centrale dans l'économie nationale. Troisième étape, renforcer la gouvernance et le contrôle financier. Une structure dédiée doit superviser l'ensemble des dépenses liées aux 5 milliards de dollars annoncés. La transparence peut se mesurer par des rapports trimestriels publiés et des audits indépendants. La crédibilité du projet en dépend directement. Quatrième étape, sécuriser le site et ses infrastructures connexes. Dans un contexte régional instable, le dispositif doit combiner surveillance renforcée, coordination militaire et simulation de crise. Les progrès se vérifieront par les audits de sécurité et la capacité du pays à répondre aux incidents potentiels. Si ces 4 volets avancent de manière cohérente, le projet disposera d'un socle solide pour soutenir ses ambitions énergétiques. Revenir au cœur du Sahel, c'est retrouver la même scène qui a traversé tout le récit. Des quartiers plongés dans l'alternance du jour et de l'obscurité. Des hôpitaux où chaque coupure redessine la limite entre urgence et attente. Des écoles dont la lumière hésitante rythme l'apprentissage. C'est dans ce décor, familier mais pesant, qu'Ibrahim Traoré a cherché une voie pour rompre avec le cycle de fragilité énergétique qui façonne depuis longtemps la vie quotidienne. Le projet nucléaire n'est pas seulement un chantier ou une ligne budgétaire. Il devient un symbole, une manière de dire que le pays refuse de rester enfermé dans les contraintes du passé. Les jeunes qui imaginent de nouveaux métiers, les équipes hospitalières qui espèrent une alimentation continue, les responsables publics qui tentent de structurer des processus plus solides, tous projettent dans cette transition une part de leur propre horizon. Mais cette espérance n'efface pas les risques. Elle coexiste avec l'incertitude, avec l'ampleur des investissements, avec la vulnérabilité sécuritaire de la région. Le pari reste immense, mais il crée une tension nouvelle, celle d'un pays qui avance, même lentement, vers un avenir qu'il choisit lui-même. Selon cette transition, au-delà des chiffres, des projections et des réserves, le projet nucléaire engagé par le Burkina Faso ouvre une réflexion plus large sur la manière dont un pays peut se réinventer. Dans les quartiers où les coupures rythment encore les soirées, l'idée d'une énergie stable commence à devenir un repère symbolique. Dans les ministères, chacun mesure que la réussite du chantier dépendra autant de la cohésion sociale que des protocoles techniques. Et parmi les jeunes,
La perspective de nouveaux métiers crée une forme d'imaginaire collectif qui dépasse largement les murs de la future centrale. Cette transformation n'appartient pas seulement aux institutions, elle se nourrit des discussions locales, des débats publics et de la capacité de chacun à suivre l'évolution du projet avec lucidité. Favoriser des échanges ouverts, demander des données claires, s'informer sur les avancées, tout cela contribue à stabiliser un environnement où la confiance devient un élément essentiel. Si ce chantier marque un tournant, il ouvre aussi une question plus vaste. Comment imaginer, ensemble, l'avenir énergétique de l'Afrique de l'Ouest dans les années à venir ?